Bonsoir. Comment les microbiotes influencent-ils les fonctionnements de la thyroïde? On a déjà fait une référence avant. Maintenant, on va être plus spécifique. Là, je vous parle des hypothyroïdies et des hyperthyroïdies. Je prends en compte qu'on sait déjà détecter une hypothyroïdie frustre. On sait pourquoi, on sait comment. On a déjà travaillé l'assimilation, on a travaillé l'intestin, on a travaillé les mitochondries, on a travaillé l'alimentation, on a travaillé tous les modifiables du patient. Et là, qu'est-ce que je dis? Les patients qui ont hypothyroïdie et hyperthyroïdie, ils ont une diminution de lactobacilles et bifidobacterium. Il faut connaître les filles, le genre, tout ce qui fait partie de cette histoire de bactéries. Vous allez connaître. Supplémentation. Il y a une diminution de lactobacilles et bifidobactéries. Donc, on peut éventuellement faire la supplémentation. Vous voyez que mon patient est en dysbiose, mais il faut être beaucoup plus spécifique quand on va donner un probiotique. Je vais vous prouver maintenant. Donc, regardez, Lactobacillus reuteri, ça, on peut trouver cette souche. Augmente T4 libre, augmente la masse thyroïdienne, améliore les paramètres physiologiques. Qu'est-ce que vous avez la tendance de faire? Sortir de cette formation, aller demain matin et acheter Lactobacillus reuteri. Je n'ai pas dit de faire ça. Vous n'avez pas mis cette personne dans la matrice de la nutrition fonctionnelle. Utilisation des symbiotiques. Symbiotique, c'est l'association pré- et probiotique. Hypothyroïdie, diminution des TSH. Je vais dire, on va utiliser des symbiotiques pour les personnes qui sont en hypothyroïdie. Frustre ou pas. Diminution de la TSH, diminution de la concentration de l'évothyrox. Mais à combien de temps vous allez donner ça? Tout ça sont des détails, d'accord? Diminution de la fatigue et augmentation de la T3. Parce que ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'hormone active, qui c'est la T3, qui sera 10% produite au niveau de la thyroïde, mais le reste dans les tissus périphériques, comme par exemple notre rein. Vous voyez? Tout ça, études en animal, je ne mens pas. Ça, il n'y a pas eu des études pour l'instant sur l'humain. 2020, vous voyez? Mais ça ne coûte rien d'utiliser ça. Escherichia coli fonctionne écoutez, comme un réservoir pour la T3. Ces bactéries sont capables d'empêcher la fluctuation d'hormones thyroïdiennes. Déjà, les hormones thyroïdiennes ne fluctuent pas beaucoup. Pourquoi les hormones thyroïdiennes T3, T4 n'ont pas beaucoup de fluctuations? De réduire le besoin de supplémentation en T4. Donc, empêche la fluctuation d'hormones thyroïdiennes et ainsi réduire le besoin de supplémentation en T4. Vous vous rendez compte de l'importance de ça? Vous vous rendez compte que vous pouvez changer la vie d'une personne? Les probiotiques semblent être capables d'accumuler des oligo-éléments tels que le sélénium, les zinc, les cuivres et de les incorporer dans des composés organiques. Je ne sais pas quoi d'autre vous dire. Les probiotiques pourraient constituer une thérapie adjuvante de maladies thyroïdiennes. Vous voulez des réponses? Je vous donne. Ici, on a notre intestin. Comment les microbiotes influencent le fonctionnement de la thyroïde? On est encore là. Ici, on a notre microbiote intestinal. Qu'est-ce qu'on va avoir? Régulation du système immunitaire. Les microbiotes ont un rapport évident avec la régulation du système immunitaire. À partir du moment que vous avez un microbiote sain, le système immunitaire, il est vigilant, mais il est tranquille. Il n'y a pas de signe d'inflammation ou quoi que ce soit. Une fois que vous allez devenir un passoire, votre intestin, et tout ce qui est micro-organisme, microbiote va être en dysbiose, vous aurez plus cette régulation effective du système immunitaire. N'oubliez pas la vitamine D, qui c'est une hormone et qui va agir là aussi. Et là, je vais dire, ne me demandez pas quelle est la quantité de vitamine D qu'il faut donner à quelqu'un. Non. Pourquoi, Elisa, je ne peux pas poser cette question? Parce qu'on a un seuil optimal de vitamine D. Vous allez donner la vitamine D à cette personne, la dose,
jusqu'au moment qu'elle va atteindre ce seuil-là. Ça peut être 5 gouttes, 10 gouttes ou 20 gouttes, je ne sais pas. Là sont les maladies auto-immunes. Donc, vous voyez bien que j'ai mon microbiote, il y a une régulation du système immunitaire. On a ici, on peut avoir, s'il y a un problème, on peut avoir des maladies auto-immunes, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, on peut avoir aussi, avec une dysbiose, des déficits de micronutriments. Quel micronutriment qu'on est en train de parler? On est en train de parler de l'iode, qui va difficulter parce que j'ai besoin de désiodase, une enzyme qui va transformer T4 en T3. C'est pas que T3, il y a T2, il y a T1. Et aussi le fer, qui est hyper important pour la TPO, pour tous les enzymes qui utilisent le M, n'est-ce pas? Sélénium, qui est un cofacteur. Sélénium n'est pas un antioxydant. Tout ça, si on n'a pas un microbiote, si on mange et on a une dysbiose, l'absorption ne sera pas pareille. Qui va pouvoir nous aider pour cette dysbiose? Les probiotiques que je viens de vous expliquer. Positive effects of probiotics. Alors, dysbiose, est-ce que votre patient va évaluer la consommation de probiotiques? Et la question aussi est, est-ce que votre client ou votre patient est en dysbiose? Et là, vous allez me dire, non, il n'a pas de problème d'intestin. Attention, attention, c'est pas aussi simple. C'est pas parce qu'une personne n'a aucun signe au niveau intestinal qu'il n'a pas de dysbiose. Il peut avoir des intolérances alimentaires. Il peut avoir de retentissement ailleurs et pas dans l'intestin. Ah, mais comment je vais savoir? Par rapport aux signes et symptômes. Donc, évaluez la supplémentation que vous allez donner et surtout, commencez par l'alimentation. Consommez des probiotiques dans l'alimentation. Je ne veux pas discuter maintenant si c'est bien ou pas bien. En tant que probiotique, on trouve des probiotiques dans les produits laitiers. Précision. De nombreuses personnes peuvent être intolérantes au lactose. Intolérance au lactose n'a rien à voir, rien, avec allergie, ni retardée, ni de quoi que ce soit. Allergie est protéine. Lactose est sucre. Et intolérance au lactose, vous imaginez qu'il y a énormément de personnes qui sont intolérantes. Faux. Les personnes sont plus intolérantes à la protéine du lait, à la caséine, que à la lactose. Et les gens mélangent tout. Attention. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent la lactose et ils donnent le lait au patient et il n'y a aucune amélioration parce que le problème, ce n'est pas la lactose. Lactose, c'est plutôt, il y a même les Asiatiques qui ont plus de tendance à avoir ce type de problème. Nous, les Caucasiens, et malgré que je ne suis pas blanche du tout, c'est pas la majorité de la population. Ce qu'on constate vis-à-vis de l'intolérance, que les gens pensent que c'est une intolérance au lactose, c'est une mauvaise mastication. Alors, les boissons fermentées, on peut parler de kéfir, on peut parler de kombucha. Alors, les légumes fermentés, cornichons, les olives, les choucroutes, les levures de bière que vous dites à tout le monde de mettre, n'est-ce pas qu'il y a levure de bière, c'est le Saccharomyces cerevisiae. Les vinaigres de cidre, tout ça, c'est la consommation de probiotiques. Est-ce que, avant de donner du probiotique, est-ce que votre client ou votre patient mange ça? Rien du tout. Rien du tout, je suis sûre. Donc, pourquoi vous allez donner du probiotique? Il faut commencer par l'alimentation. Alors, on va parler un petit peu de deuxième, qui sont les édulcorants artificiels. Évitez d'utiliser des édulcorants artificiels. Pourquoi, Elisa? Parce que déjà, le palais, le goût du sucre appelle le sucre. Mais, Elisa, vous ne donnez jamais des édulcorants artificiels, zéro ni stevia. Évidemment que oui. Il n'y a pas de protocole. Il n'y a pas. Il y a la personne qui est devant vous. Les études montrent que les édulcorants artificiels peuvent produire une altération du microbiote intestinal. Ça, c'est une phrase, un gros mot. C'est un gros mot. Parce que vous avez besoin d'une connaissance beaucoup plus fine de tout ça. Beaucoup plus fine de polyol.
On peut parler de polyols parce que quand on parle de polyols, pour ceux qui connaissent, il y a le régime FODMAPs, n'est-ce pas? Mais il y a aussi tout simplement les polyols en tant qu'édulcorants. Donc, qu'est-ce que c'est polyol? Polyol, il y a des édulcorants naturels et artificiels. Ils sont stables à la température haute. C'est pour ça que beaucoup de personnes mettent dans des gâteaux et mettent dans le four. Diverses pH qui peuvent intervenir, mais ils ne vont pas intervenir dans les réactions de Maillard. Réaction de Maillard, c'est hors corps. Glycation, c'est réaction de Maillard dans notre corps, qui est un exemple hémoglobine glyquée, formation de hémoglobine glyquée. Le polyol, il semble pas agir du tout de ce côté-là, au contraire du sucre. C'est pour ça que je vous dis ça. Ici, c'est notre article « Interaction biologique plausible des édulcorants hypocaloriques et non caloriques avec les microbiotes ». Une mise à jour. Ça, c'est de 2020. Et donc, on aura ici les polyols que je viens de vous expliquer, n'est-ce pas? On a aussi la présence. Ce polyol, d'ailleurs, pour les dentistes, ils sont non cariogènes, les polyols, et n'induisent pas de salivation et n'interfèrent pas dans les niveaux d'insuline. Donc, vous allez me dire, elle parle que de bonnes choses sur le polyol. Mais là, c'est polyol et microbiote. Donc, la consommation excessive de polyol provoque des symptômes gastro-intestinaux, comme vous le bien savez, et des effets laxatifs, comme c'est le cas de lactitol. Regardons alors qui? Les xylitol. Les xylitol, regarde qu'est-ce qui fait le xylitol. Vous avez besoin de cette connaissance et pas tout simplement édulcorant. Le xylitol diminue bactéroïdétesse, diminue lactobacilli. Lactobacillus, c'est singulier. Lactobacilli, c'est pluriel en latin. Il va augmenter firmicutes. Vous voyez? Est-ce que vous connaissez le rapport firmicutes-bactéroïdétesse? Les personnes qui sont en surpoids ou dans l'obésité, elles ont beaucoup plus de firmicutes que de bactéroïdétesse. Vous lui donnez du xylitol, n'est-ce pas, dans des chewing-gums. Déjà, le chewing-gum va produire plus d'acide chlorhydrique qu'il fallait. Deuxième point, firmicutes, elle a déjà une augmentation si elle est obèse. Et donc, vous êtes en train d'empirer la situation de votre client ou de votre patient. Alors, je viens de vous parler de la question de l'obésité. Firmicutes supérieure, présence de ballonnement, présence de diarrhée, présence de constipation, présence de gaz. Pourquoi aussi? Parce qu'on a une mauvaise qualité. On n'a pas de présence d'archémentia. On a une augmentation de la réponse inflammatoire parce qu'on a beaucoup plus de cytokines inflammatoires. Déjà, à la base. Plus le fait qu'on a cette dysbiose. Et donc, on reste dans ces cercles vicieux et votre client ou votre patient est là parce que vous êtes un professionnel qui va résoudre son problème de genou. Vous n'allez jamais résoudre son problème de genou ou vous allez résoudre son problème de mal au dos. Pas du tout. Vous allez résoudre son problème intestinal? Non plus, parce que c'est pas comme ça. Érythriol. Érythriol, c'est intéressant. Parce que c'est un polyol de fermentation aérobique de la saccharose. Donc, il y a un impact positif du érythriol. Il augmente SCFA, les acides gras de courte chaîne. J'étais en train de penser en anglais. Short chain fatty acids. Les acides gras de courte chaîne. Donc, ça veut dire quoi? Production d'acide butyrique, pentanoïque, sauf que les patients qui produisent déjà du butyrate auront un déséquilibre. Vous comprenez? Vous comprenez? L'érythritol, ok, mais votre patient, il produit déjà du butyrate. Tout va bien. Et vous donnez de l'érythritol, ça va promouvoir un déséquilibre. Vous êtes en train de dire qu'il faut éviter les polyols. C'est ça que je vous ai dit au début. Éviter les édulcorants. Mais parfois, on a besoin parce qu'il faut que cette patiente, elle est en transformation. Elle est en processus de transformation et ce patient aussi, ils ont besoin d'aide. Donc, on va donner
d'autres choses. Par exemple, on peut donner pas du lactitol, parce que le lactitol, c'est un laxatif par excellence, qui va chambouler complètement. C'est ça qui donne le médecin quand les gens ont de constipation. Lactitol, par exemple. Et là, qu'est-ce qu'on aura quand vous donnez du lactitol? Augmentation de bifidobacterium, de Akkermansia, augmentation, diminution du pH, augmentation de l'apport de l'eau. Vous chamboulez complètement l'histoire. D'accord? Et la dose maximale dans les aliments de tout ça n'est pas fixée. Ça, c'est un autre problème. Et on a notre fameux stevia. Là-haut, on a l'stevia. L'stevia, c'est une plante, les glycosides de l'estéviol, qui vient d'une plante qui s'appelle Stevia rebaudiana. Et bien que les glycosides, quand je parle de glycosides, je parle de sucre, né, du stéviol, vont interagir avec le microbiote colique, aucun rapport n'indique que ce composé pourrait affecter négativement les bactéries. C'est pour ça que c'est intéressant, les stevia. Mais il y a toujours la présence du goût sucré. Et donc, le sucre appelle le sucre. Sous le point de vue de notre cerveau reptilien, la personne va toujours aimer le sucre. Elle va toujours avoir envie de sucre. Donc, vous n'allez pas couper son envie de sucre du jour au lendemain. Vous allez faire un travail. Enfin, je voudrais vous donner toute cette notion au maximum que je peux. Vous voyez là les colonocytes. Vous voyez les colonocytes, lamina propria, ici, bloodstream. Ici, c'est la circulation sanguine. Donc, vous avez ici la production par ce bactérie-là. De qui? De bactéries, la COOH. C'est la marque de l'acide. Tout ce qui est acide doit avoir cette marque, qui est l'acide carboxylique. Et production alors de courte chaîne. Bonne soirée à vous tous e vem comigo. Vem comigo!